Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous vous portez bien et que vos proches aussi. Et j'espère surtout que vous respectez scrupuleusement les consignes de confinement. Nous allons vaincre. Nous allons nous revoir bientôt, Inch'Allah. Et nous allons continuer notre travail dans des conditions différentes, beaucoup plus chaleureuses. Mais en attendant, continuons notre travail. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième concept du droit constitutionnel, à savoir la Constitution. Que signifie la Constitution? Vous avez vu et vous avez certainement saisi que ce cheminement que nous avons fait de la notion du pouvoir, comment la notion du pouvoir a évolué et comment on est arrivé au XVIIIe siècle à la rationalisation de ce pouvoir. Cette rationalisation s'est traduite par l'institutionnalisation du pouvoir. Et cette institutionnalisation a fait qu'on était dans l'obligation d'inventer de nouvelles règles pour régir ce pouvoir de manière rationnelle. Là, on a inventé ce qu'on appelle la Constitution aux États-Unis et puis en France et plus tard dans différents États qui vont se succéder les uns après les autres. Que signifie la Constitution? Par le fait que c'est la norme suprême qui organise les relations entre les gouvernants et les gouvernés, ou l'ensemble des règles qui régissent les différentes organisations et les différentes institutions qui composent l'État. On peut l'approcher de manière différente. Étymologiquement, par exemple, étymologiquement, la Constitution vient du verbe constituer, c'est-à-dire construire. Donc, la Constitution est une construction. C'est une construction symbolique. Mais une construction de quoi? Une construction d'un système politique et une construction d'un État. Ça veut dire en fait que la Constitution apparaît comme un plan en fonction duquel nous allons construire un État que nous considérons comme un État moderne. Mais la Constitution peut être approchée de différentes façons. Philosophiquement parlant, par exemple, philosophiquement, la Constitution apparaît comme l'aboutissement d'une philosophie qui est la philosophie des Lumières. Pas seulement l'aboutissement, mais la transposition de certaines idées nobles portées par la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle et qui ont été concrétisées et inscrites dans un texte qu'on appelle la Constitution. Ces idées nobles sont la citoyenneté, les droits de l'homme et tous les droits reconnus à l'individu. La Constitution peut être aussi approchée politiquement. Ici, on va mettre l'accent sur le symbole. La Constitution va apparaître comme un symbole de modernité, de rationalité, de démocratie et d'institutionnalisation. La Constitution va avoir une fonction de symbole, de vitrine. Vous avez une Constitution, vous êtes un État moderne, vous n'avez pas de Constitution, vous n'êtes pas un État moderne. Et on va le voir partout dans le monde, tous les États se dotent d'une Constitution. Et dans cette Constitution, tous les États prétendent qu'ils sont des démocraties, qui reconnaissent les droits de l'homme et que l'individu est la source du droit, etc., etc. On peut aussi approcher la Constitution de manière objective, c'est-à-dire en s'attachant à son objet. Pourquoi on établit des constitutions? On établit des constitutions pour deux raisons. La première, c'est pour l'aménagement de l'espace politique. C'est-à-dire en fait que la Constitution va nous permettre d'identifier les différentes composants de l'État, les différentes institutions qui composent l'État. À l'intérieur, c'est-à-dire que la Constitution va organiser les différentes institutions à l'intérieur d'elles-mêmes et les différentes institutions et les différentes relations entre les institutions. Si on prend par exemple la séparation du pouvoir, ici la Constitution va nous permettre d'identifier d'abord le pouvoir exécutif. De quoi se compose-t-il? Est-ce qu'il se compose d'un roi,
d'un président ou d'un gouvernement. La composition du système législatif, du pouvoir législatif. Est-ce qu'il est composé d'un parlement? Est-ce que le parlement est bicaméral, c'est-à-dire composé de 2 chambres? Ou est-ce que c'est un parlement qui est composé d'une seule chambre? La même chose pour le pouvoir judiciaire. D'abord, est-ce qu'il y a réellement un pouvoir judiciaire? Et là, on est dans la séparation du pouvoir. Il est composé généralement des juges et des juridictions. Et une fois qu'on a identifié ces composants de l'intérieur, la Constitution va nous permettre d'identifier aussi les rapports entre ces différents pouvoirs, le rapport entre le législatif et l'exécutif, le rapport entre l'exécutif et le judiciaire, et vice-versa. La Constitution peut être aussi approchée de manière formelle, c'est-à-dire en étudiant sa forme. De quoi se compose cette Constitution? Est-ce qu'elle est composée d'un seul texte ou est-ce qu'elle est composée d'un texte fragmenté? Est-ce qu'elle est composée d'un texte unique, c'est-à-dire une Constitution comme la nôtre, ou est-ce qu'elle est composée de différentes composantes de textes éparpillés par-ci et par-là? Est-ce qu'elle a un préambule? De combien de titres est-elle? De combien d'articles dispose-t-elle? Si on prend par exemple le texte marocain du 29 juillet 2011, on sait qu'il y a un préambule, un très grand préambule, très long d'ailleurs, de 14 titres et de 180 articles. Cette approche formelle peut s'avérer, si vous voulez, s'apparenter à ce qu'on appelle l'ingénierie constitutionnelle, c'est-à-dire comment on construit un texte constitutionnel et qu'est-ce qu'on priorise par rapport aux institutions et par rapport aux droits qu'on considère comme des droits fondateurs de l'État. Mais la définition qui me paraît la plus plausible, la plus acceptable et la plus réaliste, c'est la définition juridique, l'approche juridique. Dans l'approche juridique, on va aborder l'État, on va d'abord aborder la Constitution comme un texte qui va identifier d'abord la nature de l'État, qui va nous permettre de connaître la nature de l'État. Est-ce que nous sommes dans un État unitaire ou est-ce que nous sommes dans un État composé? Deuxièmement, elle va nous permettre de comprendre la nature et d'identifier la nature du système politique. Est-ce que nous sommes dans une monarchie ou est-ce que nous sommes dans une république? Troisièmement, la nature du régime politique. Est-ce que nous sommes dans un régime présidentiel ou est-ce que nous sommes dans un régime parlementaire? Quatrièmement, le mode ou la nature et le mode de dévolution du pouvoir. Comment on accède au pouvoir, comment on conquiert le pouvoir, comment on acquiert le pouvoir et surtout comment on le transmet. Est-ce qu'on accède au pouvoir par hérédité? Est-ce qu'on accède au pouvoir par élection? Ou est-ce qu'on accède au pouvoir par cooptation? Quatrièmement, la nature du rapport entre la religion et l'État. Dans notre texte, par exemple, l'article 3 est très clair. L'islam est la religion de l'État qui reconnaît la liberté des cultes, ou qui garantit la liberté des cultes. Notre État n'est pas un État laïque. Et puis, enfin, la nature des droits et des libertés garanties aux individus. Et là, vous avez, dans chaque texte, dans chaque constitution, vous avez un titre qui est généralement consacré à cela. Dans notre Constitution, par exemple, le titre 2, Liberté et droits fondamentaux, où on va énumérer les différents droits qui sont reconnus aux individus et qui sont garantis par la Constitution. La Constitution apparaît donc comme un texte fondateur, puisque nous avons parlé de construction, c'est la base sur laquelle va être construit l'État. C'est la base sur laquelle vont s'appuyer les institutions pour tirer leur légitimité. Le texte constitutionnel va être considéré ou est considéré d'abord comme un texte fondateur, fondamental. Donc c'est une norme fondamentale
mais aussi c'est une norme suprême. C'est une norme qui va jouir d'une suprématie parce qu'elle va être considérée comme étant d'origine de la nation. C'est-à-dire c'est le produit original de la nation. Organiquement, la Constitution est un organe suprême parce qu'il est produit par un organe suprême qui est la Constitution, qui est la nation. Comment la nation s'exprime-t-elle? Et d'ailleurs, comment la nation établit-elle la Constitution? Et surtout, combien de constitutions, combien de types de constitutions a-t-on au niveau international? Au niveau de la nature ou des types de constitutions, nous en avons deux. Nous avons une constitution qu'on considère comme une constitution coutumière, c'est-à-dire en fait un ensemble de coutumes qui, par la force, vont acquérir une obligation psychologique qui va permettre aux individus de les considérer comme des normes suprêmes. L'exemple ici est celui de la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, nous n'avons pas une constitution écrite, mais nous avons des textes qui sont éparpillés par-ci, par-là, et qui constituent le fondement, justement, de cette constitution qu'on considère comme constitution coutumière. Nous avons des textes qui remontent à la Carta Magna et à d'autres textes qui vont être le socle de ce qu'on considère comme étant le système constitutionnel britannique. Et la Grande-Bretagne fonctionne très bien. C'est une grande démocratie, même si l'organisation de l'État n'est pas écrite dans un texte unique. Et puis nous avons la Constitution écrite. Qu'est-ce que la Constitution écrite? La Constitution écrite est un texte codifié, réuni soit dans un document unique, soit dans des documents éparpillés. Les avantages en fait de ce texte, c'est systématique et clair. Tout est inscrit dans le texte constitutionnel. La naissance de la Constitution écrite date du XVIIIe siècle. On ne peut pas date de la Constitution américaine. 1787 est considérée comme la naissance de ce qu'on appelle la Constitution écrite, qui va, selon différentes formes, apparaître par-ci, par-là, en Europe par exemple, où différents États vont venir, la France, la Pologne, la Norvège, etc. Et on va avoir un texte qui, à mon avis, très significatif, c'est l'Espagne. Le premier texte constitutionnel espagnol date de 1812. Ici, je fais une petite comparaison. 1812, la date de la première constitution espagnole. 1962, date de la première constitution marocaine. Donc, constitutionnellement parlant, nous sommes à 150 ans de différence. Mais bon, aujourd'hui, bien entendu, les conditions permettent, les conditions technologiques, etc., la rapidité avec laquelle on accède à l'information, la facilité avec laquelle on accède à l'information et la facilité avec laquelle les informations, la connaissance circulent, font que ces 150 ans peuvent être réduites à néant en fonction des États. Donc, pour résumer, nous avons la constitution coutumière qui est basée sur des coutumes, sur des pratiques accumulées avec le temps, mais des pratiques constitutionnelles qui donnent lieu à des coutumes constitutionnelles qui, elles, donnent lieu à une constitution coutumière. Et puis nous avons l'écrit. L'écrit qui date du XVIIIe siècle, où on a commencé à inscrire dans le marbre, c'est-à-dire sur le papier, des textes constitutionnels. Dans cette histoire, la Constitution est un texte. C'est un texte, ça veut dire qu'il a une origine. Et pour identifier l'origine de cela, l'origine, c'est-à-dire qu'on va utiliser un pouvoir. On va utiliser le pouvoir législatif pour légiférer, mais pour intervenir sur la Constitution, on va utiliser un pouvoir constituant. C'est-à-dire, en fait, comment on va
établir une constitution? Quelles sont les manières avec lesquelles on établit une constitution? Il y a deux manières. Il y a ce qu'on appelle les manières démocratiques et les manières non démocratiques. On y reviendra un peu plus tard. Mais d'abord, comment on va utiliser ce qu'on appelle le pouvoir constituant? Je disais tout à l'heure que quand on utilise le pouvoir législatif, on utilise le pouvoir. Quand on intervient sur la loi, on utilise le pouvoir législatif. Mais quand on intervient sur la Constitution, on utilise le pouvoir constituant. Les deux pouvoirs sont de deux natures différentes et qui sont liées à ce que nous venons de dire tout à l'heure. Quand on est dans une constitution coutumière, les choses sont souples et différentes. Mais quand on est dans une constitution écrite, les choses vont être aussi différentes et on va assister, bien entendu, à l'apparition de deux types de constitution. Soit un type souple, où on va intervenir sur la constitution comme on intervient sur une loi. Là, l'exemple britannique est là où le Parlement peut tout faire. C'est-à-dire, en fait, que le Parlement peut changer la Constitution quand il veut. Là, nous sommes nous sommes en présence d'une Constitution souple, c'est-à-dire une Constitution qu'on peut changer en fonction de la nature de la Constitution, c'est-à-dire en fonction de la procédure législative ordinaire. Le Parlement se réunit et change la Constitution. Et puis, il y a l'autre type qui est apparu généralement avec l'apparition de la Constitution écrite. C'est le type rigide. Ici, on croit dans la supériorité du texte constitutionnel. Le texte constitutionnel n'est pas un texte comme les autres et il faut le protéger. Pour le protéger face aux aléas, des changements, des majorités, des changements idéologiques et politiques. Et il ne faut pas que le Parlement, que les majorités jouent avec la Constitution comme on joue avec le système, comme on joue avec les lois. Donc on ne change pas une Constitution comme on change une loi ordinaire. Là, on va procéder à la complexification du texte. Donc pour intervenir sur le texte constitutionnel, on va utiliser une procédure lourde et complexe. Ici, nous ne sommes pas dans le cadre d'une constitution souple, nous sommes dans le cadre d'une constitution rigide. Pour intervenir sur le texte constitutionnel, il faut remplir certaines conditions sur lesquelles nous reviendrons un peu plus tard, ou plutôt dans l'autre capsule. Ici, la Constitution apparaît donc comme un texte, et ce texte est le résultat d'un pouvoir, c'est-à-dire le résultat du pouvoir constituant. Nous sommes dans ce pouvoir constituant, il y a deux sortes de pouvoir constituant. Soit le pouvoir constituant originaire, où nous interviendrons pour la première fois pour écrire un texte constitutionnel. Il n'y a rien après une révolution, après l'indépendance, on procède à la création d'un nouveau texte, d'un nouveau régime, d'un nouveau système politique, une rupture avec le passé. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle le pouvoir constituant originaire. On l'a utilisé en Tunisie, en Égypte, en Irak, partout où il y a eu des révolutions. On l'a utilisé aussi pendant les périodes où les États africains, y compris le nôtre, ont accédé à leur indépendance. La première chose à laquelle on s'était donné à l'époque, c'est d'établir une constitution. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle le pouvoir constituant originaire. Le deuxième pouvoir constituant, c'est le pouvoir constituant dérivé. Ici, nous avons déjà une constitution. Un texte qui existe déjà, qui est en application, mais un texte aussi performant, aussi bien réfléchi, aussi rigoureux soit-il, est un texte qui vieillit. Soumis aux aléas du temps, c'est un texte qui va devenir obsolète au bout d'un certain temps. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle le pouvoir constituant dérivé. Qu'est-ce que le pouvoir constituant dérivé? C'est que nous avons déjà une constitution,
et qu'on va réviser cette Constitution. Nous l'avons fait chez nous à plusieurs reprises et les autres États l'ont fait aussi à plusieurs reprises. Ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, un article d'une Constitution, une Constitution elle-même paraît très performante, mais dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans, elle va apparaître vieille, obsolète et elle va faire obstacle à l'évolution institutionnelle et politique de l'État. Donc, pour donner plus de souplesse, on va étudier ce pouvoir qu'on appelle le pouvoir constituant dérivé. Autrement dit, c'est le pouvoir de la révision. Ici, comment on intervient sur une constitution? On intervient sur un texte constitutionnel soit en l'établissant pour la première fois en utilisant le pouvoir constituant originaire, soit on intervient de manière dérivée, c'est-à-dire en fait que le texte constitutionnel existe et qu'on va procéder à une révision, à un toilettage, c'est-à-dire en fait qu'on va changer dans le texte constitutionnel. On ne va pas changer tout le texte constitutionnel, mais on va changer quelque chose qui bloque le fonctionnement et qui devient un obstacle pour le fonctionnement ordinaire de l'État. Cette capsule concernait la notion de la Constitution dans sa définition, dans sa nature et dans sa manière d'être posée. Demain, nous verrons pourquoi on établit une Constitution, comment on intervient sur un texte constitutionnel et pourquoi considère-t-on un texte constitutionnel comme supérieur et surtout comment garantit-on cette supériorité et cette autorité de la Constitution. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à demain.